Aujourd'hui, je vais braquer un coffre-fort pour récupérer des codes secrets. Mais plusieurs obstacles sont devant moi. Le premier, le Key Vault il est déployé en private endpoint. Deuxième problème, le Key Vault il est protégé par des access policy. Et le seul qui a accès à ces codes, c'est un pod déployé sur un cluster AKS. Troisième problème, le cluster AKS est déployé sur un réseau privé. Dernier problème, la machine que j'utilise pour mettre en œuvre cette attaque n'a pas accès au réseau. Je m'appelle Imad Ben Saïd, je suis architecte cloud et aujourd'hui je vais braquer ceux qui volent. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Uni5. Donc aujourd'hui on va parler un peu de sécurité sur Kubernetes, spécifiquement AKS, Azure Kubernetes Service. Et on a de la chance d'avoir un expert avec nous. Maxime, comment vas-tu? Bonjour, merci Mad pour cette invitation. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui sur ta chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Maxime Coquerel. Je suis Microsoft MVP sur les technologies Azure et sécurité. Et puis j'interviens également comme directeur Cloud Security Architecture pour une organisation financière canadienne. Ah bah merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors, on vous a fait une petite intro pour faire le show. En gros, on va braquer un Key Vault, mais en vrai, c'est pour vous sensibiliser. Voilà, donc on profite de l'expérience de Maxime. Donc aujourd'hui, on va voir un peu toutes les attaques un peu connues de base, même les plus avancées. Donc Maxime va nous expliquer un peu. Ensuite, on va faire le but en fait, c'est de sensibiliser surtout les architectes ou tous les gens qui travaillent sur Kubernetes, sur le cloud. Là, on va parler d'Azure, mais tu me corriges, Maxime, mais c'est un peu pareil pour les autres providers, hein, les mêmes réflexes, on va dire. Exactement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment un tronc commun. En fait, on va pouvoir réappliquer même ces attaques et ces bonnes pratiques, en fait, que l'on soit sur du EKS, sur du AKS ou encore sur du GKE. On a vraiment ce tronc commun. Après, on va voir quelques subtilités entre les différents cloud providers. Mais aujourd'hui, là, je pense qu'on va vraiment avoir une attention particulière sur la plateforme Azure. AKS, Azure Kubernetes Services. D'accord. Donc voilà. Donc le but c'est Maxime va nous parler des attaques connues. Ensuite, le but c'est qu'on fasse toute la chaîne. Donc là, on veut dire aux architectes quand vous faites une archi, pensez pas juste à votre infra. Genre, vous mettez un Key Vault avec un private endpoint et vous êtes bon. Non. Donc là, on va partir du code. On va voir comment sécuriser les images et on finit par l'infrastructure. Et Maxime, tu vas nous expliquer les outils, les bonnes pratiques, les bons réflexes. Voilà. Donc, allez, on démarre maintenant avec les attaques connues. Allez, je te passe la main. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux types d'attaques, enfin deux catégories d'attaques. Moi, j'appelle ça les attaques de base, puis des attaques qui vont être un peu plus avancées. Souvent, on pense que les attaques de base sont des attaques qui sont jamais exploitées par des attaquants. Par des attaquants, que ce soit des groupes criminels ou qu'en fait les attaques de base ne fonctionnent le plus souvent jamais. En fait, souvent ça c'est vraiment une mauvaise conception, en fait, une mauvaise perception, si je peux dire ça. En fait, dans les attaques de base, on va retrouver dans un premier temps tout ce qui va être public facing component. En gros, ça va être tous les composants qui vont être directement exposés sur Internet. Le plus souvent, dans les infrastructures Kubernetes, on retrouve des dashboards, en fait. C'est assez simple avec des outils tels que Shodan. Shodan, c'est un peu un moteur de recherche de machines sur Internet. On va pouvoir faire des recherches, en fait, et trouver des dashboards Kubernetes qui sont exposés directement sur Internet sans authentification. Puis c'est quelque chose qui est quand même tristement assez populaire. Souvent, c'est dû à des mauvaises configurations, que ce soit au niveau des pare-feux, que ce soit au niveau de la segmentation du cluster Kubernetes. Donc ça, c'est un des premiers composants qu'on peut retrouver directement exposés sur Internet. Le deuxième composant qu'on va retrouver le plus souvent, en fait, ce sont des gens qui vont carrément exposer leur API server. Donc des gens qui vont pas appliquer du contrôle de source, du whitelisting sur l'API server ou encore utiliser des private links. Et cet API server, oui, exactement. Cet API server-là va être directement exposé sur Internet. Et puis, dans certains cas, on peut se rendre compte qu'en fait, il peut y avoir des mauvaises configurations ou même j'ai déjà vu en fait des API servers où il n'y avait même pas d'authentification configurée sur cet API server. Ouais, même sur AKS, c'est possible ça?
Parce que Alors par sur défaut, il y a une AKS, sécurité. Ouais, donc sur AKS, vu qu'en fait le composant de l'API server en fait est managé par Microsoft, en fait par défaut il y a un certain niveau d'hardening c'est ça. qui est en Mhm. place, et donc dans ce cas-là l'authentification est directement en place. En fait, on peut retrouver ça surtout sur des vieux clusters en fait. Tous les D'accord. clusters Kubernetes qui sont inférieurs à des versions 1.6 en fait, par défaut le RBAC était pas Ah enforcé, oui, était il peut pas pas activer. configuré. Ouais. Mhm. Donc exactement. Du coup, dans ce cas-là, en fait, on peut se retrouver avec des API serveurs qui sont directement exposés sur Internet sans authentification. Et puis des vieux clusters comme ça qui ont été utilisés pour des preuves de concept ou autre. Si vous Ça a été faites oublié. simplement une simple recherche avec Shodan, vous allez en trouver une quantité. Donc je parle de Shodan, mais il y a d'autres outils similaires que Shodan qui permettent de faire des recherches comme ça. D'accord. Puis genre un petit rappel rapide là, juste enfin les recherches que vous faites là, faites-les sur vos propres organisations et assurez-vous bien d'avoir eu une autorisation préalable. Je vous incite pas à faire ça sur des Bien sûr. organisations concurrentes ou autres, hein. On s'entend. Ah, Donc là, ça, c'est le c'est pénal important pour moi. qui attend, hein, on est d'accord. Exactement. Donc c'est pour moi, c'était important de rappeler ça. Et puis après, le plus souvent, en fait, ce qu'on peut retrouver aussi ce que j'ai catégorisé dans les attaques de base, en fait, ça va être une mauvaise utilisation des credentials. Ça veut dire que quelqu'un va, par exemple, faire un git post de toute sa configuration de son client kubectl. Et donc, quelqu'un va pouvoir Ah oui. prendre ça depuis un repo Git qui aurait été public, et puis, si je peux dire, réutiliser ces credentials-là pour accéder à un cluster Kubernetes et le compromettre. Ça aussi, c'est encore des bonnes pratiques à adopter, et puis c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, que ce soit des gens qui font des commits, que ce soit de clés, de services principaux, ou encore de fichiers de configuration d'outils tels que kubectl. Donc, il y en a qui committent les fichiers de config de CTL sur Ouais, Git. en fait, ils s'en rendent pas forcément compte de ce qu'ils font. Et souvent, Ah, ils committent ces fichiers-là. Et puis, dans votre fichier kubectl, là, il y a tout ce qu'il faut. vous avez l'ensemble des informations Ah oui. pour accéder au cluster Kubernetes. Là. Et puis, souvent, en fait, quand on voit ça, on peut même des fois tomber avec des privilèges cluster admin, par exemple. Donc, Ah, c'est ça devient sûr. toutefois assez intéressant. D'accord, ok. Et puis, en fait, la troisième attaque de base que je vois, en fait, c'est plus des attaques de type DDoS. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prédéterminer que le pod, l'application qui s'exécute sur l'application que vous voulez compromettre s'exécute sur un pod, et ce pod donc fonctionne sur un cluster Kubernetes. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'augmenter l'usage et la consommation en fait de façon très intensive de l'application, de façon à ce que le pod ou les pods qui sont associés à cette application consomment un maximum de ressources. Et dans le cas où il n'y a pas forcément de limites en fait qui ont été définies au niveau du pod ou du groupe Bon. de pod, en fait, vous allez carrément jusqu'à écraser le nœud du cluster. Ou alors, c'est encore ce qui peut être encore plus drôle, c'est que bien sûr, hein, c'est ironique quand je dis de plus drôle, c'est si vous avez un autoscaler qui est derrière, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va spawner Poser les coups. des machines, Ah oui. et donc vous allez vous retrouver avec une facture qui va être complètement folle. Et ça, c'est vraiment un type d'attaque qu'on voit de plus en plus arriver, en fait, qui est vraiment des attaques, en fait, simplement pour faire un déni de service, pas forcément sur l'uptime, mais sur votre portefeuille associé Ah à. oui, exploser les coûts, en fait. Ouais, c'est intéressant ça. Donc, c'est une attaque pour vraiment nous faire dépenser la victime. Exactement, exactement. Et ça, ce sont des attaques que je vois de plus en plus arriver, qui ont un simple but, qui est un but de destruction, si je peux dire ça, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt d'aller chercher des informations ou quoi que ce Mhm. soit des informations personnelles ou quoi, mais c'est vraiment simplement pour altérer le bon fonctionnement du cluster et faire exploser les coûts, quoi. Bah, une petite start-up, par exemple, ça peut être critique, hein. Oui, s'il n'y a pas de limites qui ont été définies, ça peut être critique. Et puis, c'est pour ça qu'on Effectivement. on voit définir des limites de consommation au niveau du cluster Kubernetes, mais au niveau de vos souscriptions cloud. Oui, déjà. Ayez de l'alerting là, parce que puis ça peut aller très très vite là, ça peut se faire en l'espace de quelques minutes, voire quelques heures là. Ah, on est d'accord, on est Vous pouvez d'accord. vous retrouver avec des sacrées factures. Avec un cluster avec je sais pas combien de nœuds. Ok, donc ça, c'est, on va dire, les attaques de base.
Ouais, et puis la dernière attaque de base que je verrai, en fait, le plus souvent, c'est des attaques au niveau carrément des conteneurs image. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir faire une preuve de concept ou ils vont vouloir réutiliser des images qui sont issues de registries d'images publiques, telles que Docker Hub, Faut pas etc. trust, Que, ben, trust, ouais. exactement. En fait, vous contrôlez pas le contenu qu'il y a sur cette image-là et ce qui a été fait si vous n'avez pas préalablement audité, scanné l'image. Donc, c'est très simple de faire un Docker pull et un Docker push et puis on se retrouve avec une cochonnerie, que ce soit un CryptoLocker ou autre, directement au sein de son cluster. Dans le meilleur des cas, vous avez simplement quelque chose comme ça qui va miner des bitcoins, des crypto-monnaies. Mais dans certains cas, vous pouvez avoir des choses qui peuvent être un peu plus comment je peux dire ça, un peu plus destructrices ou qui vont permettre également de créer des accès vers l'externe. On parlera tout à l'heure de reverse shell, par Ouais, exemple. Euh, et puis effectivement. enfin, après, je vois les attaques qu'on appelle les attaques plus avancées pour moi. Donc là, je vois tout ce qui est, par exemple, qui va être container breakout. Vous allez avoir une application. Cette application est directement exposée sur Internet. Cette application va se faire compromettre. L'attaquant va obtenir un accès sur le conteneur, puis il va se rendre compte que les permissions qui sont associées à ce conteneur-là, c'est peut-être un conteneur qui fonctionne comme root, ou c'est un conteneur qui a des permissions élevées au sein du cluster. Et de ce conteneur-là, en fait, l'attaquant va essayer de rebondir directement sur le node de façon à pouvoir compromettre le node et compromettre l'intégralité en fait des applications s'exécutant sur ce node, voire aller jusqu'à compromettre le cluster. Mais Euh, si je peux compléter, c'est un peu l'intro qu'on a vu. La personne qui dit je vais braquer le key vote, c'est un peu ça en fait. Il est dans un pod, il se rend compte qu'il a, comme on est sur Azure, donc il y a des flux qui sont ouverts vers, ça peut être un key vault, ça peut être un cache Redis, une base de données. Et il y a des sauts comme ça, des mouvements latéraux, on appelle ça comme ça, c'est ça? Je sais pas comment on appelle oui, ça, mais exactement. En fait, des mouvements latéraux qui vont pouvoir être faits, qui vont pouvoir être faits tout à fait. Et en fait, à travers ça, en fait, l'attaquant va chercher en fait à se déplacer au maximum de façon à pouvoir aller chercher des accès à haut privilège en fait auprès d'autres composants en fait voilà. qui sont hébergés dans vos souscriptions, quoi. Donc souvent en fait on peut partir je veux dire d'une simple application qu'on dit ah, qu'on expose ça directement sur Internet et cette application va se faire compromettre. Pour ça il y a des attaques comme les attaques de type CSRF en fait où ce qu'on va faire en fait c'est que de la au niveau de l'application, en fait, on va chercher à joindre le metadata endpoint en fait du node sur lequel s'exécute le pod, de façon à pouvoir aller chercher des credentials comme assumer une managed identity, regarder s'il y a des services principaux qui ont été associés, de façon à pouvoir assumer cette identité-là et en fait pouvoir se reconnecter avec l'identité en se faisant passer comme si on était le node au niveau de la souscription Azure. Et Donc après, ça, des attaques de type SSRF, il y en a une quantité, hein. il y en a pas mal, ouais. Et donc, c'est un peu comme Reverse Shell, ça, ou c'est différent? En fait, souvent, c'est pas vraiment un reverse Continuité. shell parce en fait, souvent, on va commencer là-dessus pour pouvoir, en fait, avoir accès, en fait, à toutes les informations qui sont fournies par le metadata endpoint. Puis dans ce cas-là, en fait, quand vous compromettez le metadata endpoint d'un pod, en fait, vous allez avoir accès aux informations du node. Et si vous utilisez, par exemple, des managed identity qui ont été associés à ce node-là, en fait, l'idée, c'est d'aller voler, en fait, les tokens du manager identité qui sont utilisés par le node de façon à pouvoir usurper l'identité du node. Ok. Donc là, on a commencé vraiment par une intro. Maxime, tu nous as expliqué les différentes attaques. Après, il y en a plein, hein. Ouais, il Donc y en a plein d'autres. On voilà. peut voir tout ce qui est malicious admission controller. C'est aussi quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur parce qu'on voit qu'on va dans Kubernetes, on veut déployer des admissions de contrôleurs. C'est un petit peu la grande mode en ce moment. Puis souvent, en fait, on récupère du code, du code d'admission de contrôleurs existant depuis Internet. On les audite pas forcément. Puis on se rend compte que ben, le malicious admission de contrôleur, il peut être utilisé pour swiper des images. C'est-à-dire quand votre pod va se créer, il va aller pouler une image
en théorie, devrait aller pouler une image dans votre registry à Azure Container que vous avez trusté, etc. Et puis en réalité, en fait, le malicious admission controller, il va intercepter la requête, il va dire non, non, tu vas pas vers cette registry qui est une registry officielle, tu vas vers une registry qui est une registry malicieuse où tu vas pouler une image compromettante. Et en fait, c'est cette image-là qui va permettre en fait à l'attaquant de compromettre le cluster. Ah oui, après, juste pour expliquer ceux qui nous regardent, l'admission controller, c'est des contrôleurs qui permettent d'intercepter des events, c'est ça? Exactement, en fait, qui permettent d'intercepter des requêtes, en fait, voilà. et de réagir à ces requêtes-là. Voilà, donc si on a un contrôleur qui est malveillant, on va dire, bah, comme tu as dit, il peut intercepter et envoyer vers des conteneurs qui sont un peu... il peut télécharger, on va dire, un code malveillant. Ok. Exactement. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On a vu ces attaques. On va voir comment sécuriser. Et on va voir qu'il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas que l'infrastructure, mais on va commencer du code, image, après on parle de l'infrastructure. Commençons par le code. On va aller chez les devs. Comment tu vois la chose? Oui. Alors moi, comment je vois ça, c'est que je vois ça sur la façon la plus commune, c'est que je pense qu'il faut commencer par auditer le code de l'application. Parce qu'on a beau créer un cluster Kubernetes, mettre tous les contrôles de sécurité qu'on veut, si l'application en tant que telle est vulnérable, via cette application-là, ça nous permettra de compromettre le cluster Kubernetes si ce cluster-là n'est pas correctement segmenté, puis j'y reviendrai par la suite. Donc la première étape pour moi, ce que je vois, c'est de faire de l'audit de code statique. Donc il y a des outils de scan comme Veracode, Checkmarks qui permettent de faire ça. Auditer le code, c'est une bonne chose, mais ce qui est encore plus intéressant et ce que je trouve plus pertinent, c'est d'aller auditer en fait toutes les librairies que vous utilisez, parce que votre code en fait il fait appel donc à une quantité de librairies. Souvent, ce sont des librairies tierces qui peuvent être potentiellement soit compromises, soit qui contiennent des vulnérabilités, qui ont des CVE qui peuvent être importants. Et via ces vulnérabilités-là, en fait, via ces librairies-là, ça peut potentiellement compromettre votre application. Donc pour ça, il y a des outils comme Snyk, par exemple, qui vous permettent en fait d'auditer ces différentes librairies. Après, petite question. Là, on parle d'analyse du code, pas analyse d'image, Oui. on est d'accord? Non, moi je parle vraiment voilà. du début de l'analyse de code statique. Très bien. Pas encore l'analyse d'image. C'est vraiment en fait, ça. souvent, comment ça fonctionne, derrière, il y a un engine à haut niveau, il y a un engine avec des linters, en fait, qui va vous permettre de détecter que dans votre code, que vous avez potentiellement si on utilise ce champ-là, que ce champ, il n'est pas forcément sanitizé, que vous allez potentiellement avoir une SQL injection dans ce champ-là ou ce genre de choses-là. C'est vraiment l'analyse du code statique. Et après, l'autre point dont je parlais, c'était l'analyse en fait des librairies du code. Je suis pas encore du tout à l'image oui. à l'image Docker en tant que tel. Pourquoi je te pose cette question? Parce que une fois, j'ai eu des discussions et une fois j'étais un peu joueur. J'ai fait un code qui fait un reverse shell, hein. C'est un code classique connu. Et je l'ai mis sous analyse. J'ai généré l'image et c'était Trivi. Il n'a pas détecté le code malveillant. Et c'est normal parce que c'est pas une analyse de code statique. C'est une analyse, lui, il se base sur les signatures des CVE connus. Exactement. En fait, il allait regarder si l'image de base que tu utilisais pour ton conteneur image finalement était à jour ou pas. Si elle est à jour, vous aurez simplement un check et puis, exactement. Et puis ce sera bon, quoi. Donc c'est pour ça c'est important de faire une analyse du code statique, de voir tout le code comme tu viens d'expliquer. Ouais. Ok. Et c'est là où je disais tout à l'heure, en fait, le challenge que c'est avec des images que vous récupérez de conteneurs de registries publics, en fait, c'est qu'en fait, souvent, il peut y avoir du code qui est offusqué ou du code qui est caché que vous voyez pas forcément. Et en fait, vous allez assumer ça, vous allez exécuter ça dans votre cluster Kubernetes. Mais tu sais, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un comportement malveillant qui va se passer, mais peut-être quelques semaines après, en fait. Donc ça, je reviendrai après par la suite là, sur les outils qui vont vous permettre de façon dynamique de comment analyser en fait le comportement de ces conteneurs qui s'exécutent dans vos clusters. Donc si on résume, donc on parlait de scan de code statique, de scan de code de librairie. Et l'autre troisième point que je vois vraiment très important pour moi, c'est d'utiliser donc une image de base en fait qui soit une image qui est vraiment hardenée. C'est-à-dire une image en fait qui est souvent minimale.
de façon à ce que vous n'allez pas utiliser l'image Ubuntu avec l'ensemble des paquets, parce que là, votre vecteur de compromission va devenir beaucoup plus grand, parce que vous allez avoir une quantité d'utilitaires, d'outils qui sont dans cette image-là, et donc ça va peut-être que 90% en plus, vous n'allez même pas vous en servir, mais du coup, ça va être des vecteurs d'attaque supplémentaires. Et puis, faire une image, la redonner, etc., c'est bien, mais se rendre compte que l'image est toujours à jour, parce que là, à l'instant T, vous n'avez peut-être pas de CVE, vous n'avez peut-être pas de vulnérabilité, en fait, dans votre image. Mais peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, vous allez en avoir. Donc, c'est aussi important d'avoir... Ah, je m'excuse. C'est aussi important d'avoir un cycle pour rebuilder vos images de façon à pouvoir les garder à jour, et d'utiliser des bases images. Donc, souvent, on appelle ça des build packs que vous allez redonner suivant les standards de votre organisation, et de garder ces build packs à jour, en fait. Parce que sinon, l'ensemble de vos images, en fait, même si vous allez les rebuilder régulièrement, ne seront pas à jour. D'accord, ok. Donc tout ça, il faut, voilà, c'est du CI/CD, hein, préparer des pipelines. Après, si l'application elle vit tout le temps, donc s'il y a plusieurs déploiements par jour, donc j'ai envie de dire, voilà, donc c'est tout le temps rechecké, mais il faut que l'équipe sécurité prépare des images à redonner à chaque fois, c'est ça, si je comprends bien? En fait, l'idée, c'est régulièrement d'avoir des images, de rebuilder en fait l'image de base, la base image. Voilà, c'est ça, et de façon à ce que cette image-là soit toujours à jour, et qu'on se retrouve pas avec une image qui a 3, 6 mois, voire plus, comme on peut voir dans certains cas, où finalement on va faire un scan dessus, où là on va scanner le conteneur image, puis on va se retrouver avec 3000 CVE critical. Ouais, ça cumule une date énorme après. Okay. Exactement. Et généralement, la durée, on va dire, bon, ça dépendra, tu me diras, de la criticité peut-être de l'application, mais on est sur 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. En fait, souvent, ça dépend des organisations, de la flexibilité des organisations. Puis, comme tu l'as précisé aussi précédemment, ça dépend en fait le cycle de déploiement en fait de l'organisation, le cycle de mise à jour. C'est vrai que pour des organisations qui font de tout ce qui va être canary testing ou autre, qui vont déployer vraiment fréquemment. Exactement. Du coup, ça va être beaucoup plus simple versus des organisations qui ont un peu des applications qu'ils ont containerisées, qui sont un peu des monolithes ou autres, où là, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre à jour, parce que souvent, on va se retrouver avec, comment on dit ça en anglais, des breaking change. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment en fait, l'application ne fonctionnera peut-être plus parce qu'elle utilise telle ou telle librairie, qu'il va falloir remettre à jour tel ou tel composant, et la phase de testing va être plus compliquée. Effectivement. Ok, donc si on résume l'histoire du code, mais question. Je me rappelle, le dernier podcast, tu as parlé qu'il y a de plus en plus d'attaques qui viennent des devs qui sont internes. Oui, exactement. Comment on va dealer avec ça? Et en fait, c'est vrai, parce qu'on pourrait tout à fait avoir un dev qui va créer du code malicieux, et donc qui va vouloir pousser ce code malicieux. Et c'est là l'intérêt d'avoir un pipeline qui est en place en fait avec des steps en fait, où vous allez voir si le scan de code statique ne passe pas, si le scan de code librairie ne passe pas, ben, ça va bloquer les déploiements. Il faut vraiment qu'il y ait une action de blocage, et à chaque fois que le déploiement est bloqué, ce qui est vraiment important, c'est de faire un post-mortem, de se dire, OK, pourquoi ça a bloqué, qu'est-ce qui se passe, etc. Et surtout, de regarder l'investigation. Après, honnêtement, pour être vraiment transparent avec vous, je pense qu'un dev qui veut vraiment compromettre une organisation qui est en interne et qui veut pousser du code malveillant, il peut y arriver. Il peut y arriver, l'humain est faillible, il peut y arriver, il y a quelqu'un qui aura approuvé sa pull request, qui aura validé son déploiement, ça peut arriver. Par contre, ce qui va être important de se dire, c'est, OK, ce qu'il a déployé, comment, de façon malveillante, comment, de façon dynamique, je vais pouvoir détecter que mon pod ou mes pods dans mon cluster font un comportement qui n'est pas un comportement habituel, un comportement qui va devenir suspect. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce qu'on appelle tout ce qui va être détection en temps réel, avec des outils tels que Aqua Security, Twistlock, Falco, qui vont vous permettre de vous alerter pour vous dire, hey, là, tu te rends compte, là, tu as un pod là, qui vient de faire une connexion sur telle adresse, il n'a jamais fait ça dans les 3 dernières semaines, puis là, d'un coup, il vient d'initier une connexion, puis qu'est-ce qui se passe?
Exactement. Puis là, ça va vous lever des alertes et vous allez pouvoir engager votre équipe de sécurité de façon à pouvoir faire des investigations plus en détail. Et ça, c'est aussi vraiment important de faire ça parce que l'exemple que tu donnais du reverse shell, qui est un excellent exemple, en fait, vous pouvez très bien avoir un pod et essayer de faire un reverse shell avec un simple outil tel que Netcat, par exemple. Bah Euh, oui. ben, si vous voulez l'attraper, soit, ben, bien sûr, vous pouvez avoir inspecter ça et bloquer ça au niveau du pare-feu qui est en amont du cluster Kubernetes, mais aussi vous allez pouvoir euh, attraper ce scénario-là avec un outil tel que Aqua, Twistlog, Falco, pour ne citer que, qui vont vous permettre en fait de détecter qu'il y a potentiellement une anomalie parce que le comportement du conteneur change. En fait, souvent ces outils-là, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un comportement d'apprentissage. En fait, il va y avoir une phase d'apprentissage. Il va regarder quels sont les actions que le conteneur fait, quels sont les appels système que le conteneur fait, quelles sont les connexions réseau que le conteneur initie. Il va apprendre ça, il va créer un modèle et dès que ce modèle change, ben, en fait, il va lever des alertes pour vous notifier. En plus de ça, souvent ces outils-là, ils sont couplés à des solutions de threat intelligence. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il y a une connexion vers un botnet ou un botnet qui est connu, ben, vous allez être alerté pour vous dire, hey, là, il y a une connexion, vers ce botnet-là, de ce pod ou ce groupe de pod-là, il faut que tu réagisses. Ouais. Voilà, d'accord. Donc là, l'idée, en fait, si je résume ce que tu viens de dire, c'est que on protège, si on suppose que AKS, Kubernetes, c'est notre maison, on protège à l'extérieur de la maison, mais on protège un système d'alarme à l'intérieur aussi. Dès qu'il y a une action, Exactement. voilà, un truc suspect. Exactement. Et c'est important d'avoir les deux visions parce que souvent on a une vision qui est très Externe, on va dire. périmétrique. Ouais, Ouais. c'est ça. On veut créer un périmètre, mais ce qui se passe à l'intérieur là, c'est important euh, de, de se rendre compte de ce qui se passe. Et puis c'est important également, ça on en avait parlé dans le précédent podcast, d'avoir une segmentation à l'interne de vos clusters Kubernetes. C'est-à-dire que des applications qui ont des codes de risque, des niveaux de sévérité ou qui vont connaître, enfin qui vont utiliser des informations, des datas qui ont des niveaux de criticité qui sont différents. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas les mettre forcément tous ensemble. Vous allez vouloir segmenter ça, vous allez vouloir isoler ça, vous allez peut-être vouloir utiliser des outils comme Kata pour faire du sandboxing de vos conteneurs, ou encore vous allez vouloir utiliser avoir des groupes de nodes où vous allez avoir des nodes pools qui vont être dédiés uniquement pour ces applications-là. Vous allez vouloir TNT segmenter tout ça. directement. Exactement. Et ça, c'est important Un autre d'avoir cette cluster phase de aussi. réflexion Parce que je me en rappelle, amont. tu m'as Ou dit, carrément, d'avoir un autre cluster. parce que là, avec Fleet Manager, par exemple, on peut gérer plusieurs clusters à la fois, Oui. administrer. Et c'est comme ça, peut-être, Exactement, puis ça gérer permet tout ça. d'avoir une vision d'ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dans vos phases de design. Ouais. Et je le répéterai jamais assez, c'est genre passer du temps sur la phase de design. La phase de réalisation, là, oui, c'est l'aspect fun que tout le monde aime, coder du code Terraform, etc. pour déployer ça, mais penser, ayez une vision ouverte et assez large de comment vous allez vouloir segmenter ça, quels sont les namespaces que vous allez créer, quels sont aussi souvent le point faible des clusters Kubernetes. En fait, la plupart du temps, là où, de ce que je peux voir, là où les gens pêchent, en fait, c'est sur l'aspect airback, en fait. Quels sont les groupes qui sont assignés à tel ou tel namespace, comment vous avez défini les permissions pour tel ou tel groupe de personnes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Ouais, voilà, si on est en multi-tenant, déjà, la base, chaque application aura des groupes Azure AD, là on parle Azure, hein, Azure AD dédiés avec les airbags définis dans le namespace. Le développeur, il a droit que lire, par exemple, pas plus. Et en plus, c'est pas compliqué à mettre en place, hein, ces trucs de base. Ce sont des bonnes pratiques de base, mais souvent, on veut gagner du temps. Et Ah, ouais, souvent, c'est des choses qui sont mises sur le côté. c'est Et vrai. c'est là où je pense Ouais. que c'est important, le travail de l'équipe d'architecture de sécurité, de revenir là-dessus et de regarder si c'est Cadrer, correctement mis en place, recadrer ça, de façon à pouvoir définir des standards, en fait. Une fois que vous avez des standards, en fait, que vous ayez un cluster AKS ou que vous en ayez 50, une fois que vos standards sont en place, ça c'est va bien être beaucoup facile plus après. simple à manager, puis à scaler et à maintenir. Même pour les gens qui sont sur la partie Ops, pour tout ce qui va être maintien en condition opérationnelle des clusters,
une fois que c'est standardisé, vous n'avez pas des subtilités dans un cluster versus un autre cluster, etc. Et pour ça, l'infrastructure as code, c'est vraiment l'outil Ah bah, idéal que je recommande pour faire ça. on est d'accord, hein. On est d'accord. D'accord, mais je pense qu'on est passé naturellement déjà, sans le savoir, à la partie image. Donc là, on a parlé de tout ce qui est real-time detection. Donc maintenant, côté code, on est safe, ok, on analyse analyse statique du code, on s'assure que le code il est bon. On pousse maintenant vers notre ACR, Container Registry. Oui, Et là, l'image, t'as dit, il y a un lifecycle sur l'image de base, mais voilà. exactement. Puis l'autre point que je vois vraiment important, souvent, c'est de pouvoir signer l'image. D'avoir une solution qui va signer l'image de façon à ce que votre cluster, en fait, n'exécute que des images qui ont été préalablement signées. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait remplacer l'image, l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le Malicious Admission Controller, où en Voilà. fait le Malicious Admission Controller irait pouler une image depuis une registrie qui est une registrie officielle avec une image qui est vulnérable. Ben, en fait, cette image-là, elle ne pourrait pas s'exécuter au sein du cluster parce que c'est une image qui n'est pas signée. Donc, ce Ah, principe de signature-là, je sais que c'est quelque chose de complexe à mettre en place, qui n'était pas supporté par AKS ces dernières années, mais qui est désormais supporté par AKS. et Donc, en c'est preview, vraiment il me quelque semble. chose. Je suis pas sûr. En preview, Ouais, il est en exactement. C'est preview. en public preview pour l'instant et j'ai pas la timeline sur la GA, mais tu sais, c'est quelque chose qui va arriver vraiment prochainement en GA parce que toutes les organisations Demandez. Hmm. qui ont besoin de régulation, ben, ils sont obligés de justifier à leurs auditeurs que ben, ils utilisent des clusters avec des images Effectivement. qui sont signées. Puis c'est plus qu'une bonne pratique de sécurité. Donc l'idée là, c'est pour expliquer à ceux qui nous regardent. Donc avant que je publie mon image, j'ai une clé, je signe mon image. Et quand je déploie sur la KS, il va vérifier si c'est la bonne signature pour dire si je prends cette image ou pas. Voilà. Exactement, Ok. exactement. D'accord. Donc là, on signe l'image. On fait un scan quand même sur l'image globale qui est générée. En Avec, fait, l'idée, c'est d'avoir que le scan des images qui sont dans votre conteneur, en fait, c'est que ce soit que vous ayez certes le scan via le pipeline CI/CD quand vous allez créer l'image, mais après d'avoir un scan récurrent en fait au niveau de la registrie. Et en fait, des outils comme Microsoft Defender for Cloud, ouais. ils ont une partie conteneur registry qui vous permettent de faire du scan récurrent en fait. C'est-à-dire que vos images, vous allez pouvoir dire, ben moi, je veux scanner l'intégralité de ma registrie toutes les semaines. Ça c'est pas Et mal. comme Ouais. ça, vous allez pouvoir être alerté, en fait. Parce que sinon, c'est pas quelque chose auquel, si vous n'avez pas un processus qui tourne en tâche de fond, on s'entend, on est tous très occupés. Souvent, c'est des choses qui vont tomber à côté. Niveau coût, le Defender. Alors, niveau coût, niveau pricing, je suis vraiment très mauvais à ça. Ouais, moi Pour aussi, c'est ça, pour ça que je pose la si question, vous mais avez des à questions voir, par rapport à ça, à ne je pas pense qu'il négliger. faut regarder. Ouais, il faut prendre ça en considération, mais Ouais. il faut se regarder aussi que ça peut être un bon premier outil pour démarrer. Ouais. Avant d'aller acheter des solutions tierces comme On Aqua va aller plus Security, loin. Twistlog, Falco, enfin pas Falco mais Sysdig ou autres des solutions qui sont payantes, ça peut être un bon premier outil pour Commencer, démarrer. ouais. Et, et puis, Après, si vous êtes une grosse organisation, souvent, c'est plus simple d'activer une fonctionnalité comme Microsoft Defender for Cloud qui va s'ajouter directement active, ouais. sur votre facture Azure que de faire rentrer un nouveau vendeur euh, que vous allez devoir auditer, passer par le processus de D'accord. procurement pour acheter la solution. Souvent, ça va mettre pas mal de temps. Donc, ça peut être un quick win assez rapide pour vos équipes. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, maintenant, le code, il est secure. Notre image, elle est secure. Il nous reste l'infrastructure. Ouais. Donc, partie design maintenant. Exactement. Donc, l'infrastructure, donc, comme je parlais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de se voir vraiment, d'évaluer quelles sont les applications que vous voulez déployer sur vos clusters, la cote de risque associée à ces applications. En fonction de ça, on va pouvoir segmenter ou non pour faire du multitenant. Et puis l'autre partie qui est vraiment importante, c'est d'avoir une segmentation réseau. Pour ça, vous allez créer des network policies, qui vont s'appliquer sur vos différents namespaces où vos différentes applications vont s'exécuter. Vous allez également avoir une stratégie airbag qui va être mise en place au niveau du namespace. Voilà. Et Ah, puis, juste un petit point, si tu permets, Maxime. oui, vas-y, Pour je le t'en prie. network policy.
Juste pour, voilà, peut-être les gens qui font pas du cloud, juste pour mettre un peu l'accent sur ça. Donc, on est d'accord quand on fait les network policy. Supposons que j'ai un key vault ou j'ai une base de données. Allez, en private endpoint, j'ai mon VNet où il y a mon AKS. Donc là, ça veut dire, si je fais des network policy, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre au niveau firewall de VNet open bar vers la base de données. Si je Oui, me plante dans les Azure, enfin dans les access network policy, pardon, ça veut dire une application peut accéder à une base de données de l'autre application. oui, oui, Donc oui, tout à fait. là, ça veut dire on. Mais en fait, il faut voir que souvent, moi je le vois avec une stratégie multicouche. C'est-à-dire que oui, si la personne arrive à compromettre l'aspect réseau, mais après vous avez toujours une phase d'authentification qui est pour accéder à la base de données en fait. La deuxième Donc couche. en fait, Ouais, mais ça c'est la regarde. deuxième couche. Ouais, mais si t'as un key vault, ou c'est pareil, t'accèdes au key vault, il y en a qui le font par MSA, il y en a qui le font par key vault, tu récupères la connection string. Ah oui, Et ça veut dire, là, il faut faire très attention aussi, et surtout l'aspect network, même s'il y a une couche flottante, c'est vrai. Mais généralement, la couche network, c'est pour ça, dans le AKS, il y a des nouveaux paradigmes. Généralement, les sociétés, le network, il est géré par une équipe. Et quand on arrive avec l'AKS, on change les règles. On dit aux équipes network, attendez, il y a certains trucs, il y a des flux que vous n'allez pas maîtriser. Ah, il faut qu'on les maîtrise de l'intérieur. Et ça, il faut faire très attention pour moi. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? non, je suis complètement d'accord avec toi. Parce qu'en fait, souvent, c'est un autre métier. En fait, c'est des gens qui sont pas Ouais, forcément habitués c'est ça. à C'est ça. gérer ça. Euh, donc, c'est pour ça que l'aspect architecture et segmentation des clusters Il faut qu'il soit bien cadré. est importante. Parce que même là, tu sais, vous allez avoir vraiment une grosse application qui va être vraiment critique, qui gère vos données personnelles Mm. de votre organisation. Euh, bah, tu sais, vous allez pouvoir peut-être concevoir que d'un point de vue réseau, ça va être pas forcément une segmentation à l'intérieur des différents namespaces, mais avoir prendre de la hauteur et se dire mon cluster, c'est mon application. Et vous allez pouvoir faire avoir une approche qui va plus être comme ça qu'une approche qui va être granulaire à l'intérieur du cluster. C'est ça, ouais. Se dire, peut-être, il y a certaines applications, je prends un subnet dédié carrément, comme ça. Je sais pas. Bref, il faut bien réfléchir. Voilà, moi, là où je voulais en venir, c'est que quand on fait de l'AKS dans une au sein d'une organisation, il faut avoir un certain mindset où c'est à Exactement. nous de s'adapter à AKS, pas le contraire. AKS s'adapte pas à nous. Donc, Exactement. je le vois comme ça, comme Exactement. Marwa. Donc, l'équipe identité, network, sécurité, ils doivent tous parler ensemble avec les devs et réfléchir tous ensemble. Ok. Donc, je te laisse continuer. Du coup, on parlait de tout ce qui est outillage enfin, design d'infrastructure, prendre la hauteur. Oui, exactement. Du coup, on avait parlé de la partie identité, de la partie networking. Il y a une partie aussi qui est vraiment importante à prendre en considération, c'est de se dire, ben, vos clusters Kubernetes, il va falloir les maintenir en condition opérationnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir les mettre à jour, avoir des cycles d'update de vos différents nodes. Donc tout ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Et donc tout ça, ça demande du temps, de l'effort. Donc souvent, c'est bien d'avoir des équipes qui sont dédiées juste pour ça. Et puis en plus de tout ça, si en plus de ça, vous utilisez une solution de mesh, de service mesh, ça va encore complexifier les choses. Ouais. Donc moi, ce que je recommande toujours, c'est commencer petit, commencer uniquement avec les services natifs qui sont proposés. Avant d'aller chercher des outils tiers, soit même pour la télémétrie ou votre gestion des logs, là, vous avez Azure Log Analytics. Si vous avez besoin de pousser des logs de sécurité, vous pouvez activer Azure Sentinel. Vous avez une quantité d'outils qui sont proposés avant de vouloir aller acheter des outils tiers. C'est loin. Ouais. Souvent, on va vouloir vous proposer, vous dire, regardez, mon outil miracle, il va résoudre tous vos soucis, puis c'est un outil tiers. Commencez déjà par ce que vous avez, ayez un certain niveau de maîtrise et de confiance. Et une fois que ce niveau de maîtrise, il est là, vous allez pouvoir aller chercher des outils tiers, complexifier votre architecture, etc. Mais il faut vraiment y aller Étape par étape. étape par étape. Et puis, il faut voir ça comme comme ils disent en anglais, en fait, c'est une journée que vous allez construire là. Un voyage, C'est pas ouais. exactement un voyage. C'est pas dès le jour 1, vous allez avoir un cluster avec une complexité qui va être telle que personne ne va pouvoir le maintenir, à part Ouais. les deux personnes qui l'auront déployé. Donc, prenez ça aussi en considération hein, en termes de recommandations. Non, mais c'est sûr.
Ok. Donc maintenant, comme tu as dit, on a fait le tour de tout ce qui est airbag, tout ce qui est network. Là, on va parler un peu de, je pense que c'est classique, mais liste privilège. Quand on, par exemple, on exécute un pod, la moindre des choses, c'est dans le Dockerfile, créer, ne pas l'exécuter en route, par exemple. Oui, exactement, oui. Et en C'est, fait, là, vous allez vous rendre compte que en voulant faire ça et en voulant adopter ces bonnes pratiques, vous allez pouvoir les adopter souvent pour vos propres applications, mais souvent les applications des tiers que vous allez déployer dans vos clusters, Hmm. que ce soit l'application de télémétrie ou autre, ben, le vendeur va dire, ben non, nous, il n'y a pas de souci. Nous, il faut obligatoirement que notre pod s'exécute en tant que route. Et là, vous allez vous dire, oui, mais non, nous, on n'autorise pas ça. Comment on fait? Bah Et là, vous oui. allez vous dire, ben, on va peut-être créer un autre cluster uniquement pour les outils de télémétrie et puis déployer ça là-dessus, d'avoir que des agents qui tournent dans nos clusters avec nos applications. Et puis, vous allez peut-être vous rendre compte que quand vous allez scanner les images de vos vendeurs, vous allez détecter des vulnérabilités. Vous allez leur rapporter ça, et puis ils vont vous dire, oui, ben nous, on mettra ça qu'en place que dans la prochaine version qui sort dans 3 semaines Ouais. ou dans 4 semaines. Ils n'ont pas forcément les mêmes cycles d'update que vous. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est utilitaire ou autre, souvent, comme je l'ai disais dans le précédent podcast, ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir un cluster d'utilitaires Ouais. où tout Ça. tourne là-dessus, quoi. J'ai bien Segmenter ça retenu de vos ça, je me applications. rappelle, hein. Segmenter ça de vos applications critiques, quoi. Donc ça, c'est Effectivement. vraiment une bonne recommandation. Donc, tu l'as dit aussi, il faut s'assurer qu'il y a un seul pipeline, hein, on va dire déjà agents limités qui peuvent déployer sur le cluster. C'est pas n'importe qui déploie. Je te parle en termes Exactement. Et puis, d'infrastructure, en termes de. ouais, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est la personne qui arrive et qui a son manifeste, qui fait un kubectl apply et puis qui applique son manifeste sur le cluster et qui fait des modifications comme ça. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, vous n'allez plus rien contrôler. On a le droit de laisser un admin quand même le faire ou pas? Moi, la stratégie dont je vois ça, c'est tout ce qui peut être fait et tout ce qui peut être déployé via le pipeline doit être fait, même si possible les tâches d'administration. Après, on Ouais. s'entend, si votre cluster est complètement planté ou il Ah, y a ça un peut truc comme arriver. ça, là, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe de CloudOps, d'opérations, qui vont pouvoir utiliser un compte à Intervenir. privilège. Et ce compte à privilège, ils vont pouvoir intervenir juste pour fixer le problème. Mais tu sais, il faut que ce soit vraiment du très, très, très ponctuel, là. Et puis, il faut que toutes les actions qu'ils font soient, souvent la bonne pratique, c'est soit recordé, qu'il y ait un post-mortem après l'incident qui a été fait pour regarder Ouais. pourquoi cette problématique est intervenue. Ça, c'est vraiment des bonnes pratiques qu'il faut essayer d'adopter. Parce que sinon, en fait, vous allez aller vers la facilité, en fait. Je suis d'accord, je Puis suis tout le monde d'accord. va vouloir tout le monde va vouloir va vouloir avoir des droits admin ou des droits en permission, des droits avec des permissions d'écriture sur le cluster Kubernetes, va commencer à appliquer ses manifestes dans tous les sens, puis vous allez vous retrouver dans une situation qui va être ingérable. Non, non, mais c'est vrai. Et du coup, pour finir, donc, on peut rajouter une couche de Azure Policy, ça peut vraiment aider. Alors Et, ça c'est une bonne recommandation parce que maintenant, il y a des Azure Policy pour Kubernetes. ouais, En fait, ça vient remplacer, pour ceux qui ont connu, historiquement, il y avait les PSP. Les PSP, c'était les Pod Security Policy, qui étaient des contrôles de sécurité qu'on avait dans les clusters Kubernetes, qui permettaient de, quand tu activais ça, de dire, par exemple, mon pod ne va pas s'exécuter en tant que route sur le cluster. Les PSP ont été dépréciés, ça a été remplacé par euh, souvent ça a été remplacé par des politiques qui étaient créées avec OPA Gatekeeper. Et puis de OPA Gatekeeper, en fait, Microsoft a fait sa propre implémentation pour les clusters AKS. Donc en fait, vous pouvez utiliser des Azure Policy pour AKS qui vont faire sensiblement la même chose que ce qu'on faisait avec des OPA Policy. ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, Franchement, si on fait un peu une petite synthèse, donc, en gros, quand vous designez, que vous voulez faire de la KS, il n'y a pas que l'infrastructure. Donc, pensez côté dev, côté code, pensez comment sécuriser vos images et votre infrastructure. Et il faut pas trop se prendre la tête, il faut aller petit à petit, monter en complexité, étape par étape. exactement. Exactement. En tout cas, Voilà. merci beaucoup, Imad, Merci pour cette beaucoup à invitation. toi. Ça me fait vraiment plaisir d'être là dans ton podcast. Et puis, j'en profite par dire que on s'occupe au CI également
les Microsoft MVP souvent, le plus souvent, s'occupent de communautés, telles que des communautés Azure. Donc, moi, je m'occupe de la communauté Microsoft Azure Québec. Donc, vous pouvez nous joindre sur Meetup. On est toujours à la recherche de conférenciers pour faire ou même si vous voulez simplement participer, vous tapez avec une simple recherche Meetup Azure Québec, vous allez trouver On notre mettra le lien en communauté. description, tu me donnes le Ouais, lien et on le parfait. mettra. Bah, je te mettrai, c'est super. Et on est toujours à la Bah, recherche de participants, de speakers. En tout cas, ça nous fera vraiment avec plaisir de grand vous plaisir. accueillir. Et puis, si vous n'êtes pas sur place au Canada, vous pouvez suivre ça à distance. Donc, parce que tous nos meetups enfin quasiment tous nos meetups sont en ligne. Donc, on vous invite vraiment. En tout Merci cas, beaucoup en tout je cas. mettrai toutes les infos. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. Et merci à vous de nous avoir suivis. Donc, abonnez-vous et on vous dit rendez-vous au prochain épisode. Allez, Merci, ciao! au revoir. Au revoir.